Bonjour, dans cette vidéo, nous poursuivons notre chapitre 2, la taxe sur la valeur ajoutée. Nous allons évoquer la notion du fait générateur en matière de TVA. Nous allons voir également l'exigibilité de la TVA. Nous verrons aussi comment se fait concrètement la pratique de la déclaration. Et finalement, nous allons aborder le prorata de déduction. Qu'est-ce qu'un prorata de déduction en matière de TVA? Donc, pour commencer, nous commencerons par le fait générateur. Eh bien, le fait générateur, rappelez-vous, on en a parlé, on l'a évoqué brièvement quand on a parlé des modes de paiement. Dans le chapitre 1er, généralité sur l'impôt, nous avons distingué le paiement ordonné, le paiement spontané. Et la différence, c'était en matière de temps qui séparait le fait générateur de l'exigibilité ou du versement de la TVA. N'est-ce pas? Eh bien, nous y revenons maintenant pour dire que le fait générateur de la TVA, c'est l'événement qui donne naissance à la créance fiscale. Ça veut dire l'événement ou les circonstances qui va nous pousser à dire que à ce moment-là, voilà le moment pour déclarer ma TVA. Bien évidemment, le fait générateur, il diffère selon la nature des opérations qui sont effectuées par l'entreprise. Si je prends le cas des ventes de biens meubles corporels, eh bien le fait générateur, ça sera la livraison. Autrement dit, dès qu'il va y avoir livraison des biens et des biens meubles corporels, eh bien à ce moment-là, je peux déclarer ma TVA sur ces ventes. Dans le cas contraire, si je prends le cas d'une entreprise qui réalise des prestations de services ou qui offre des prestations de services, eh bien, on va parler de déclaration de TVA au moment où il va y avoir une exécution du service en question. Pour le cas des travaux immobiliers, donc les entreprises qui opèrent dans le cadre des travaux de promotion immobilière, de construction, de lotissement, etc., eh bien le fait générateur, ça sera l'exécution des travaux. Il peut s'agir bien évidemment d'exécution totale ou partielle. Nous allons déclarer la TVA relative à la partie partiellement exécutée ou à la partie totalement exécutée. Ensuite, dans le cas d'importation et d'exportation, eh bien, le fait générateur, ça sera tout simplement le franchissement du territoire. Au moment où la marchandise va quitter le territoire marocain ou bien à l'inverse, au moment où la marchandise entrera sur le territoire marocain. Nous avons également le cas des marchandises qui sont placées sous régime douanier suspensif. Eh bien, le fait générateur, ça sera la mise à la consommation au Maroc. Je m'explique. Qu'est-ce que le régime suspensif en douane? Ça signifie bien évidemment le cas des entreprises qui achètent des marchandises, qui importent des marchandises en vue de les réexporter par la suite. Donc, quand on achète des marchandises ou des matières premières, je vais commencer par le cas de marchandises. J'achète des marchandises de l'étranger, donc j'importe et je garde ça en douane, ce qu'on appelle le régime de transit, le régime suspensif de transit en douane. Ça signifie que les marchandises restent en douane, je paye pas ou je déclare pas la TVA sur ces achats importés, tout simplement parce que je vais réexporter ces marchandises par la suite. Mais si jamais je décide de prendre ces mêmes marchandises importées et je vais les commercialiser sur le territoire marocain, bien évidemment, ces opérations seront soumises à la TVA. Si je prends le deuxième cas du régime suspensif en douane, c'est le cas où j'achète des matières ou des fournitures que je vais devoir utiliser pour fabriquer des produits par la suite. Et ces produits seront à leur tour réexportés. Et bien dans ce cas aussi, on parle de régime suspensif douanier. Donc, mais je ne déclare la TVA ou l'effet générateur de la TVA, ça veut dire que la TVA ne sera déclarée ou exigible qu'au moment où les marchandises ou les matières qui sont en régime suspensif en douane soient consommées sur le territoire marocain. S'ils ne sont pas consommés sur le territoire, il n'y a pas de TVA, donc il n'y a pas de fait générateur. Ensuite, nous avons le dernier cas, c'est le cas des marchandises qui sont dans les zones franches. Eh bien, ces marchandises ne seront bien sûr taxables et soumises à la TVA
qu'au moment de la sortie de ces marchandises de la zone franche. Ils sortent de la zone franche et ils sont commercialisés sur le Maroc. Donc, maintenant, nous allons parler de l'exigibilité. Il ne faut pas confondre fait générateur et exigibilité. Regardez la différence. L'exigibilité est définie comme le droit que le receveur de l'administration fiscale peut faire valoir à partir d'un moment donné auprès du redevable pour obtenir le paiement de la TVA. Donc, l'exigibilité, ça se fait à un moment donné pour obtenir le paiement pour qu'il y ait justement versement de la TVA. En matière d'exigibilité, on distingue deux régimes. Donc, il y a le régime encaissement, qu'on appelle régime de droit commun, et le régime débit, qu'on appelle régime optionnel. Régime optionnel, ça signifie que c'est un régime auquel je peux opter, donc éventuellement, et demander à être soumis à ce régime auprès de l'administration fiscale. La différence entre régime encaissement et régime débit, c'est que l'exigibilité ou le versement de la TVA est différent. Pour le régime encaissement, comme son nom l'indique, encaissement, je ne vais verser la TVA que si j'ai une vente réellement, effectivement encaissée. Je ne déclare la TVA et je ne la paie qu'une fois les ventes sont encaissées par l'entreprise. Tant que la vente n'est pas encaissée, je n'ai pas de TVA à déclarer, je n'ai pas de TVA à verser. Dans le cas contraire, ou dans le régime contraire, qui est le régime débit, on l'appelle également régime facturation. Et comme son nom l'indique, facturation, la TVA est exigible au moment où la vente est facturée, ou bien au moment de la comptabilisation de la créance au niveau du journal de l'entreprise. Ça signifie que qu'il y ait encaissement ou pas, au moment où je vais comptabiliser la créance, à ce moment-là, je déclare ma TVA. Bien sûr, si je suis soumis sous le régime débit. Donc le régime par défaut, c'est le régime encaissement. Si je veux opter pour le régime débit, et bien évidemment, je peux opter. Bien évidemment, il y a des avantages et des inconvénients pour opter pour le régime débit. Donc, si vous voulez, on peut en discuter sur la plateforme dans le cadre du forum et d'espace d'échange. Pour le régime encaissement, et bien évidemment, on a dit que la TVA n'est exigible qu'au moment où la vente est réellement encaissée par l'entreprise. Et vous savez très bien que l'encaissement d'une vente ou l'encaissement d'une créance client se fait par le biais de plusieurs moyens. On peut encaisser la vente par espèce, par chèque, par effet de commerce ou par virement ou carte de crédit. Lorsque l'encaissement se fait en espèces, bien évidemment, la date d'exigibilité de la TVA correspondra à la date d'entrée dans la caisse de l'entreprise. Quand l'encaissement se fait par chèque bancaire, on va retenir la date du crédit du compte bancaire du redevable. Là, il y a une petite confusion à préciser, c'est que normalement, le chèque est un moyen de paiement, comme l'espèce, comme l'argent liquide. Sauf que la pratique commerciale a fait en sorte de rendre le chèque comme un moyen de crédit. Ça, vous le savez très bien. Nombreuses sont les entreprises qui émettent des chèques à leurs fournisseurs avec des dates d'échéance, n'est-ce pas? L'administration fiscale, elle a pris en compte cette pratique commerciale qui n'est pas qui correspond pas à l'aspect juridique du chèque comme moyen de paiement. L'administration fiscale, elle a bien précisé qu'à chaque fois qu'il y a un encaissement par chèque bancaire, on va retenir la date du crédit du compte bancaire du redevable ou de l'entreprise. Donc, on va attendre jusqu'à ce que la vente soit encaissée au niveau du relevé bancaire. Troisième moyen de paiement, l'effet de commerce. Donc, vous l'avez vu en comptabilité. Donc, parmi les moyens de règlement des créances et des dettes, on peut utiliser les effets de commerce, lettres de change ou billets à ordre. Pour les effets de commerce, on va retenir dans le régime encaissement la date de paiement effectif de l'effet. Quelles que soient les circonstances,
Vous savez qu'en matière d'effet de commerce, je peux avoir le cas, quand il n'y a pas de problème, je possède l'effet de commerce, je peux le remettre à l'encaissement. Ça, c'est le cas normal. La remise à l'encaissement peut se faire avant l'échéance, une journée ou 2 jours avant, mais bien évidemment, la banque ne va encaisser réellement qu'à la date d'échéance. Et certainement, à la date d'échéance, je ne vais pas avoir le montant en crédit sur mon compte bancaire. Donc, je vais attendre que le montant s'affiche sur mon relevé bancaire. On peut avoir le cas d'effet de commerce également escompté. Eh bien, dans le cas de crédit d'escompte, vous savez qu'en matière d'escompte, l'entreprise dispose d'argent avant l'échéance. D'accord? La banque accorde, moyennant des intérêts, bien évidemment, des intérêts sur escompte, elle dispose d'argent avant l'échéance. Là aussi, je ne vais pas retenir donc la date d'escompte, mais je vais retenir la date de paiement effectif de l'effet, c'est-à-dire le moment où, le nominal de l'effet va être encaissé par l'entreprise. Donc, je vais vérifier mon relevé bancaire. Et puis, le cas, donc le moyen de paiement, dernier moyen de paiement, c'est le virement bancaire ou bien la carte de crédit. Eh bien, on va retenir là aussi la date réelle, effective du crédit du compte de l'entreprise ou du redevable. Donc, vous remarquez bien, quel que soit le moyen de paiement, à part le paiement en espèces où on retient la date d'entrée en caisse, pour les autres moyens de paiement, je vérifie l'encaissement réel au niveau du relevé bancaire pour pouvoir par la suite déclarer ma TVA. Qui dit régime encaissement, bien évidemment, je dois établir une déclaration soit mensuelle, comme on l'a vu, soit trimestrielle, au moment où le fait générateur donc, est validé ou bien est vérifié. Maintenant, pour ce qui est du régime débit, on a dit c'est au moment où je facture la vente, c'est-à-dire au moment où je vais établir la facture. Qui dit établissement de la facture dit comptabilisation de la facture au niveau du journal de l'entreprise. Il faut préciser que pour le régime débit, on établit une déclaration pour opter donc pour l'option à ce régime, c'est avant le 1er janvier de l'année. Et bien sûr, cette déclaration doit être joignée par une liste des clients débiteurs. Sauf qu'il y a des cas particuliers au niveau du régime débit. Il y a une notion à préciser. Laquelle? C'est que si jamais j'ai des encaissements partiels ou des livraisons effectuées alors que je n'ai pas encore établi la facture finale, eh bien, ces opérations ou ces encaissements, ils sont taxables. Même si l'écriture en compte, l'écriture concernée n'intervient que par la suite. Donc, faites attention. Quand j'ai des encaissements ou des livraisons effectuées sur des factures que je n'ai pas encore établies, que je n'ai pas encore comptabilisées, eh bien, ces opérations ou ces encaissements partiels, ces livraisons partielles sont taxables à la TVA et je dois déclarer la TVA. Même si l'écriture comptable n'est pas encore réalisée, et c'est logique, l'écriture n'est pas encore réalisée parce qu'il n'y a pas de facture, je ne peux pas comptabiliser sans pièce justificative. Eh bien, même si l'écriture n'est pas faite, je déclare ma TVA sur les encaissements partiels. Nous arrivons à la pratique de la déclaration et quand on parle de déclaration, on l'a dit, elle peut être mensuelle ou trimestrielle. Il y a un formulaire qui est disponible sur le site de la TGR, qui nous permet de présenter ou de déclarer la TVA du mois ou la TVA du trimestre en question. Eh bien, je vous ai présenté le lien en question, c'est simpletva.tax.gov.ma. Donc, c'est un formulaire qu'on peut faire désormais sous format électronique. Il y a toujours le formulaire papier, mais bien sûr, pour économiser, pour une économie de temps et de paperasse, eh bien, on fait désormais la déclaration sur le site directement. Le formulaire, il ressemble à ça. Quand on accède au site, eh bien, on coche est-ce qu'il s'agit d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle. Donc, si je choisis la déclaration mensuelle, je précise la période. Donc, mensuelle, je vais choisir le mois de mars, par exemple, l'année 2020.
et je crée une déclaration. Eh bien, il y a un certain nombre de renseignements à remplir, bien évidemment l'identité de l'entreprise, tous les identifiants, donc patente, identifiant fiscal, raison sociale, la forme juridique, l'activité, l'adresse, le numéro de fax, etc. Donc tous les renseignements liés à l'entreprise. Et bien évidemment, regardez, remarquez bien ici le fait générateur. Donc le fait générateur, je choisis la nature de l'exigibilité, est-ce que c'est le régime débit ou le régime encaissement. Et puis, il y a la ventilation du chiffre d'affaires. Donc, je précise le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, la partie du chiffre d'affaires qui est hors champ d'application, la partie du chiffre d'affaires qui est obligatoirement imposable, la partie du chiffre d'affaires qui est exonérée sans droit à déduction, la partie du chiffre d'affaires exonérée avec droit à déduction et finalement les opérations qui sont en suspension de la TVA. Je précise le montant, bien évidemment, en hors taxe de l'ensemble de ces catégories de chiffre d'affaires réalisées par l'entreprise. Et deuxième partie, j'ai la ventilation du chiffre d'affaires imposable. Je vais mettre le détail de mes opérations de vente selon le taux applicable. Il y a certaines entreprises qui cumulent plusieurs catégories d'opérations de vente. Chaque opération taxable a un taux spécifique, donc je dois les répartir pour faire la distinction. Ça permet à l'administration fiscale de faire un contrôle a priori, d'accord, de votre déclaration. Devant chaque base imposable, j'applique un taux, je dois retrouver la taxe exigible. Donc, regardez, la taxe exigible, c'est figé parce que il va s'agir d'un calcul systématique. Donc, si je mets 10 000 bases imposables hors taxe pour les opérations de production, par exemple, eh bien, je vais appliquer un taux de 20%, la taxe exigible sera systématiquement calculée au moment où je vais cliquer sur calculer. Donc, pareil pour les autres types de chiffre d'affaires, donc taux 14%, taux de 10%, etc. Et par la suite, j'ai la ventilation des déductions. Là, je passe au côté TVA déductible, les achats ou les dépenses. Donc, les achats non, il faut distinguer toujours les achats immobilisés et les achats non immobilisés. Donc, les achats non immobilisés, je précise la TVA figurant sur la facture d'achat. Il y a un prorata de déduction qu'on va découvrir tout à l'heure et on calcule la TVA déductible qui est la TVA figurant sur la facture d'achat multipliée par le prorata, un pourcentage, ça me donne la TVA déductible. Là, j'ai les immobilisations et puis j'ai le bilan de déclaration. Une fois que j'ai calculé la TVA sur le chiffre d'affaires, qui est la TVA collectée, je déduis la TVA déductible, je vais obtenir soit une TVA due, soit un crédit TVA. Et là, si j'ai des imputations, un crédit à reporter ou des réductions, je les indique à ce niveau-là. Et puis, je vais procéder au paiement de la TVA. J'ai une case spécifique paiement de TVA où je vais mettre le montant à payer et bien évidemment si j'ai des pénalités ou du retard de déclaration. Et je clique sur calculer et je clique sur imprimer pour avoir ma déclaration en format électronique ou sous format électronique. Donc là c'était un exemple de déclaration qui se fait sur le site simpletva.tax.gov.ma. Donc, je tenais à vous démontrer le modèle de la déclaration ou ce qu'on appelle la télédéclaration. Nous arrivons maintenant au chiffre d'affaires de la période à déclarer. Quand il s'agit d'une déclaration mensuelle au niveau du régime encaissement, on va retenir les ventes encaissées totalement ou partiellement au cours du mois de la déclaration de la TVA. Et bien sûr, je n'oublie pas de rajouter également les avances et les acomptes reçus qui concernent les ventes non encore facturées. Parce que les avances, c'est des encaissements que j'ai reçus sur une vente que je vais facturer par la suite. Donc, on a dit régime encaissement. Donc, dès que j'encaisse une vente, une partie ou une totalité, je déclare. Pour le cas de la déclaration trimestrielle, eh bien la vente encaissée, je retiens les ventes encaissées totalement ou partiellement au cours du trimestre de la déclaration. Je n'oublie pas de rajouter également les avances et les acomptes reçus qui concernent les ventes non encore facturées du trimestre en question.
Au niveau du régime encaissement, comment je travaille? Eh bien, j'analyse tout simplement le relevé bancaire de la période de déclaration pour les encaissements que j'ai effectués. Ou bien, éventuellement, je peux également me servir du compte caisse arrêté au mois ou au trimestre de la déclaration pour les encaissements qui ont été effectués en espèces. Donc, pour travailler, pour faire ma déclaration dans le régime encaissement, j'utilise le relevé bancaire de la période, mois ou trimestre, et j'utilise le compte caisse de la période également. Par contre, dans le régime débit, la déclaration mensuelle, je vais prendre les ventes facturées au cours du mois de la déclaration, que ces ventes soient encaissées ou à crédit, peu importe. Dès que je comptabilise, je fais ma déclaration. Et j'oublie pas également de rajouter les avances et les acomptes reçus qui concernent les ventes non encore facturées. Rappelez-vous le cas particulier au régime débit. Chaque fois que j'ai un encaissement partiel ou une livraison effectuée sur des éléments non encore facturés, je dois donc faire ma déclaration, même si la facture n'est pas encore établie. Pour la déclaration trimestrielle, donc c'est pareil, c'est la période qui change. Et donc pour les régimes débit, je vais me baser pour travailler uniquement sur la facture et la comptabilité, donc au niveau de mon journal. Une fois que je déclare, que je précise le chiffre d'affaires de ma période, eh bien la TVA exigible sera tout simplement le chiffre d'affaires déclaré multiplié par le taux de la TVA concernée. Chaque chiffre d'affaires à part. Si j'ai un chiffre d'affaires taxable à 20%, je vais appliquer à ce chiffre d'affaires le taux de 20%. Si j'ai un autre chiffre d'affaires taxable à 14%, je vais rajouter le chiffre d'affaires multiplié par le taux de 14% et ainsi de suite. Sinon, si on retient le régime encaissement, faites attention au moment de calculer la TVA exigible. Si je me base sur le relevé bancaire ou sur le compte caisse, eh bien les éléments ou les montants que j'encaisse, c'est des éléments TTC. Mes clients vont me payer en TTC. Donc, au moment où je vais déclarer ma TVA sur les encaissements, je dois prendre le chiffre d'affaires encaissé et je dois le diviser par 1,2, 1,14, ça dépend du taux de TVA. Donc, je dois retourner au montant hors taxe et après le multiplier par le taux de TVA. Faites attention à cette petite précision. Nous arrivons maintenant à la notion de prorata de déduction sur les achats de l'entreprise. Rappelez-vous la déduction, ce que c'est. On a dit que la TVA, c'est une taxe qui grève ou qui touche le chiffre d'affaires ou les ventes, mais l'entreprise en tant qu'intermédiaire et en tant qu'agent économique, il joue le rôle donc d'intermédiaire en matière de fiscale et en matière de TVA, de manière à ce que la TVA qui sera versée au trésor correspond à la différence entre la TVA collectée chez les clients moins la TVA déductible ou récupérable sur les achats. Eh bien, le prorata de déduction, ça signifie quoi? C'est un pourcentage que l'entreprise doit calculer chaque fois que cette entreprise cumule plusieurs catégories de chiffre d'affaires. Je m'explique. C'est un pourcentage qui va s'appliquer donc à la facture d'achat donnant droit à déduction, n'est-ce pas? Achat dans la TVA, il est bien sûr récupérable pour déterminer la TVA à déduire. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de calculer? Si je vous donne un achat et je vous demande de calculer la TVA récupérable, vous prenez tout simplement l'achat hors taxe que vous multipliez par le taux et vous avez la TVA récupérable. Sauf que la TVA déductible fiscalement, eh bien, elle se calcule autrement. C'est la TVA récupérable multipliée par un prorata de déduction quand l'entreprise cumule plusieurs catégories de chiffre d'affaires, qu'on va découvrir tout à l'heure. Donc, la condition, je rappelle, pour que le prorata soit calculé, c'est lorsque l'entreprise effectue à la fois des opérations taxables et des opérations non taxables. Les opérations taxables, donc, ils sont imposables. Les opérations non taxables, c'est les opérations qui sont hors champ d'application, qui sont exonérées sans droit à déduction. Le calcul du prorata se fait tout simplement à l'aide du rapport entre le chiffre d'affaires taxable divisé par l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. Ça nous donne un pourcentage qu'on va multiplier par 100. Et ce prorata, il est calculé sur la base d'éléments composant le chiffre d'affaires de l'année précédente
pour être appliqué à la TVA figurant sur les factures d'achat donnant droit à déduction de l'année en cours. Chaque fois que je vais calculer la TVA déductible d'une année donnée, je vais utiliser le prorata déduction de l'année dernière, qu'on va appeler le prorata provisoire. Parce que le prorata de l'année en cours, je ne peux le déterminer qu'à la fin de la période. Et l'année d'après, je vais faire une régularisation en comparant les proratas entre l'année écoulée et l'année en question. Le prorata donc de déduction de N-1 égale le chiffre d'affaires taxable de N-1 divisé par la totalité du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise pendant N-1. Une fois que je vais commencer à calculer la TVA déductible de N, je vais prendre la TVA sur la facture d'achat de N que je vais multiplier par le prorata de déduction de N-1. Donc le prorata qui a été calculé sur la base des données de l'année précédente. Maintenant, je vais vous expliquer plus en détail c'est quoi un chiffre d'affaires taxable, un chiffre d'affaires non taxable. Donc, quand il s'agit d'un chiffre d'affaires obligatoirement imposable avec droit à déduction, rappelez-vous l'article 89 du CGI, eh bien le prorata de déduction égale 100%. Ça c'est clair, parce que le chiffre d'affaires taxable, c'est le chiffre d'affaires, l'entreprise réalise uniquement un chiffre d'affaires imposable avec droit à déduction, je vais avoir chiffre d'affaires imposable divisé par chiffre d'affaires imposable. Donc, ça, je vais avoir le même montant, donc c'est 100%. Quand l'entreprise réalise un chiffre d'affaires strictement exonéré avec droit à déduction, la même chose, je vais avoir au numérateur chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction, dénumérateur chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction. Je vais avoir un pourcentage de 100%. Dans le cas de chiffre d'affaires sous régime suspensif de la TVA, si j'ai un chiffre d'affaires uniquement sous régime suspensif, eh bien je vais avoir également un prorata de 100%. Quand le chiffre d'affaires il est exonéré sans droit à déduction, l'entreprise ne cumule pas donc de beaucoup de chiffres d'affaires. Elle ne réalise qu'un chiffre d'affaires exonéré sans droit à déduction. Bien sûr, le prorata égale 0. Il n'y a pas de chiffre d'affaires taxable. Quand le chiffre d'affaires il est hors champ d'application, eh bien également le prorata il est de 0. Par contre, quand la nature du chiffre d'affaires combine entre le chiffre d'affaires taxable et le chiffre d'affaires non taxable, ça signifie que je vais avoir en même temps un des chiffres d'affaires dans le prorata de 100 et un chiffre d'affaires dans le prorata est des euros et de 0%. Si je cumule 2, eh bien le prorata va être égal au chiffre d'affaires taxable divisé par le chiffre d'affaires total, multiplié par 100 bien évidemment. On va prendre une application pour illustrer et pour découvrir comment se fait réellement le calcul du prorata. On vous dit une entreprise assujettie à réaliser pendant l'année 2018 un chiffre d'affaires composé des ventes suivantes. Donc cette entreprise cumule plusieurs types de chiffres d'affaires. 2 millions encaissements de loyers de locaux non meublés, 1 500 000 ventes de produits exonérés sans droit à déduction, 1 million ventes de produits exonérés avec droit à déduction, 3 500 000 ventes de produits obligatoirement imposables. Et on vous demande de calculer le prorata de déduction réel en 2018. Donc, bien évidemment, remarquez bien, je vais calculer le prorata en 2018 et je vais utiliser justement les chiffres d'affaires, les ventes réalisées pendant l'année 2018. Calculer donc pour les 2 millions qui est un encaissement de loyer de locaux non meublés. Eh bien, si vous revoyez le CGI, eh bien le CGI n'évoque que les loyers, donc les loyers des locaux qui sont meublés, qui sont taxables à 20%. Par contre, les loyers de locaux non meublés, ils se retrouvent hors champ d'application, sauf option. Donc, sauf option, ça veut dire que c'est des opérations imposables par option. Donc, si je suppose que l'entreprise n'a pas fait l'option, ils sont pas. Donc, il s'agit d'un chiffre d'affaires non taxable. Deuxième catégorie, vente de produits exonérés sans droit à déduction. Donc, c'est un chiffre d'affaires qui est non taxable. Vente de produits exonérés avec droit à déduction, c'est un chiffre d'affaires qui est taxable. Et puis, j'ai 3 500 000 ventes de produits obligatoirement imposables, c'est un chiffre d'affaires taxable. Donc le prorata, on a dit, c'est le chiffre d'affaires taxable divisé par le total du chiffre d'affaires. Ce qui est taxable, j'ai 1 million de dirhams exonérés avec droit à déduction. Regardez,
je reviens à mon tableau. Donc, exonéré avec droit à déduction, donc c'est taxable. Et puis, j'ai 3 500 000 ventes obligatoirement imposables. Et je vais multiplier par la totalité du chiffre d'affaires, 2 millions, 1 500 000, 1 million, 3 500 000. Ça me donne un prorata donc de 56,25%. C'est ça le prorata de déduction 2018 que je vais utiliser et que je vais appliquer à la TVA récupérable sur mes achats. Quand je parle d'achat, il peut s'agir d'achat de biens, d'achat de matières, d'achat de biens, d'achat d'immobilisation. Donc, toutes les dépenses réalisées par l'entreprise. Si je prends le même exercice et on vous demande maintenant de calculer la TVA à déduire du mois de mars 2019 et on vous communique qu'au cours du mois de mars, l'entreprise a réalisé les opérations suivantes. Achat de cadeaux publicitaires, effectivement décaissé, achat de fournitures de bureau 24 000 dirhams effectivement décaissé et achat de matériel de bureau 360 000 effectivement décaissé. Donc, effectivement décaissé, ça signifie que l'entreprise est sous le régime encaissement. Donc, le régime de droit commun. Quand on ne vous précise pas le régime, ça signifie que l'entreprise suit le régime de droit commun, qui est le régime encaissement. Dans le cas contraire, on va vous préciser qu'elle a opté pour le régime débit. Donc, pour notre cas, il s'agit d'un régime encaissement. Très bien. Elle a réalisé 3 types d'achats. Achat de cadeaux publicitaires, achat de fournitures de bureau et achat de matériel de bureau. Et on vous demande de calculer la TVA à déduire du mois de mars. Donc, je vais utiliser un tableau. Pour les cadeaux publicitaires, donc le montant hors taxe est de 120 000 dirhams. La TVA sur l'achat, en utilisant un taux de TVA de 20%, elle est de 24 000. On applique le prorata de 2018. Rappelez-vous, pour calculer la TVA à déduire de 2019, je vais appliquer à la TVA récupérable sur achat le prorata de l'année dernière, qui est le prorata de 2018. J'obtiens une TVA à déduire de 13 500 dirhams. Pour les fournitures de bureau, 2 250. Pour le matériel de bureau qui est une immobilisation, c'est 40 500 dirhams. Donc, total de la TVA à déduire sur le mois de mars 2019 est égal à 56 250 dirhams. Maintenant, nous arrivons à la régularisation de la TVA à déduire sur les immobilisations. Eh bien, en matière de prorata, remarquez bien dans l'exercice précédent, nous avons appliqué le prorata aussi bien pour les fournitures et les matières et les biens, mais également aux immobilisations comme le matériel de bureau. Eh bien, il y a un moyen de faire la régularisation, le CGI ou la loi de finances, elle a prévu la régularisation de la TVA à déduire sur les immobilisations uniquement, pas sur les biens et les services, mais uniquement les immobilisations. Parce que vous remarquez que les immobilisations, généralement, c'est des montants donc, très importants et qui impactent considérablement la trésorerie de l'entreprise. Donc, j'ai 2 cas possibles. Soit je vais procéder à la régularisation si jamais le prorata varie pendant les 5 premières années d'utilisation de l'immobilisation. Soit je vais procéder à la régularisation de la TVA sur l'immobilisation dans le cas où les immobilisations ont été cédées ou retirées de l'actif avant 10 ans. Donc, j'ai 2 cas. Premier cas, variation du prorata de déduction dans les 5 premières années d'utilisation de l'immobilisation. Deuxième cas, je vais régulariser la TVA si jamais la conservation des immobilisations elle est inférieure à 10 ans. Quand la variation du prorata, j'ai une variation du prorata. Ça signifie quoi? Pendant les 5 premières années d'utilisation de l'immobilisation, donc depuis l'acquisition de l'immobilisation, si le prorata de n plus 1 est moins le prorata de n est supérieur à 5%, eh bien, on va régulariser la TVA à déduire et on va parler de déduction complémentaire. Ça, c'est pourquoi? Parce que le prorata n plus 1, c'est ça le prorata réel. Le prorata de n, c'était un prorata provisoire. C'est pourquoi on procède à la comparaison entre les deux proratas. Si jamais la différence elle est supérieure à 5%, eh bien, on va procéder à une déduction complémentaire. Ça signifie que l'entreprise elle va bénéficier davantage de déduction.
Cette déduction complémentaire va se calculer de la manière suivante. Je prends la TVA sur les acquisitions ou sur les achats suivant le prorata réel, moins la TVA donc, sur les acquisitions selon le prorata provisoire et je divise par 5. Dans le cas contraire, j'ai une variation qui est négative. Ça signifie que le prorata de réel, il est inférieur au prorata provisoire de 5%. Eh bien, on va procéder à une régularisation. On va parler de reversement de la TVA. Ça veut dire qu'on a bénéficié de déduction plus qu'il fallait. Il faut reverser une TVA à l'État. Eh bien, le montant de ce reversement correspondra tout simplement à la différence entre la TVA sur les acquisitions, suivant donc la TVA suivant le prorata provisoire, moins la TVA suivant le prorata réel, divisé par 5. Donc, faites attention, quand je parle de régularisation de la TVA à déduire, je ne parle uniquement que des immobilisations. Donc, variation du prorata pendant les 5 premières années d'utilisation. Donc, et bien sûr, la régularisation doit se faire soit si la déclaration est mensuelle, eh bien, je vais faire la déclaration au mois de mars. Si deuxième cas, on a dit, où je vais procéder à la régularisation de la TVA déductible sur immobilisation, c'est dans le cas où l'immobilisation a été cédée, a été vendue ou bien a été retirée de l'actif avant 10 ans. Je l'ai acheté en 2000 donc normalement la TVA déductible 10 ans, donc de 2010. Eh bien, si jamais je vends l'immobilisation en 2005-2006, je dois régulariser la TVA parce que je ne dois bénéficier que de la TVA déductible sur les années où j'ai gardé l'immobilisation dans mon actif. Pour les années qui restent donc avant d'arriver aux 10 ans, donc je dois reverser la TVA à l'État. Et bien sûr, le reversement sera tout simplement la TVA déductible sur l'immobilisation que j'ai déjà déclarée, la TVA déjà déductible, fois le nombre d'années qui restent divisé par 10, tout simplement. Donc, je prends le prorata des années qui restent encore pour arriver à 10 années donc d'exploitation ou 10 années d'utilisation. Bien évidemment, la régularisation va se faire sur la déclaration du mois, du trimestre, de la cession ou du retrait. Donc, si la cession se fait en 2019, eh bien, je compte toute l'année et je fais la déclaration donc en 2020. La même chose en cas de retrait. On prend une application, donc on prend la même application de tout à l'heure et on fait la première hypothèse. On suppose que le prorata, rappelez-vous, le prorata qu'on a calculé, il était de 56,25% en 2018. C'était un prorata provisoire. On suppose maintenant que le prorata réel de 2019, prorata déterminé sur la base des éléments composant le chiffre d'affaires réel de l'exercice, il est égal à 90%. Et donc, dans ce cas, on vous demande de régulariser la TVA suite à la variation du prorata. Est-ce qu'il y a reversement ou bien il y a déduction complémentaire? Et la deuxième hypothèse, le prorata réel va être de 50%. Donc, je prends la première hypothèse. Donc, prorata de 2019, il est de 90. Le prorata de 2018 qui était provisoire, il est de 56,25. Donc vous remarquez bien que la différence elle est de 33, supérieure largement à 5%. Donc quand la différence entre prorata réel et prorata provisoire elle est supérieure à 5%, on procède à une déduction complémentaire. La déduction complémentaire sur les immobilisations, je rappelle, va être tout simplement... Remarquez bien, donc je vais recalculer la TVA à déduire de 2019 pour les immobilisations uniquement. Donc faites attention, je ne parle plus des biens et services, je parle uniquement du matériel de bureau. Eh bien la déduction sera 64 000 qui est la TVA à déduire réelle, moins la TVA déjà déductible provisoire divisé par 5. Ça me donne un montant de 4 860 dirhams. Si je prends la deuxième hypothèse, le prorata le réel de 2019 est décalé à 50%. Le prorata provisoire 56,25, eh bien, on remarque que la différence elle est négative, moins 6,25%, c'est inférieur à 5%. La différence, moins 6,25, inférieur à 5%, donc on est dans le cas de reversement de TVA. On a bénéficié d'une TVA déductible plus qu'il fallait, donc sur les immobilisations, plus précisément donc sur le matériel de bureau qu'on avait acheté. Donc on doit reverser
Donc, tout simplement, la différence entre la TVA à déduire, donc 36 000, regardez, la TVA à déduire que j'ai calculée au départ, elle était de 40 500, alors que je devais réellement déduire que 36 000. Donc, je fais la différence que je divise par 5 et ça me donne 900 dirhams, donc de reversement de TVA à l'administration fiscale. Donc voilà, c'était le chapitre 2. Nous avons achevé le chapitre 2, la taxe sur la valeur ajoutée. Maintenant, je vous invite à faire les exercices correspondants à ce chapitre.